Alors aujourd'hui, c'est un épisode très spécial pour moi parce que je vais sortir de ma zone de confort. Sur tous les premiers enregistrements et tous les premiers épisodes, on a beaucoup parlé de, quand on change de métier, de sauter, dans l'inconnu, cette peur du vide. Donc, ben, voilà, aujourd'hui, j'ai invité une spécialiste du sujet. Elle s'appelle Gaëlle, elle a un parcours, hors norme. Je vais la laisser se présenter, juste après, hein. Mais un métier qui cultive, l'exploration spatiale et puis après, dans sa vie perso, elle est passionnée par, justement, de ce côté exploration, aller, je pense, au bout de soi. Mais encore une fois, c'est elle qui va nous le dire. Donc, bah, je suis ravi d'accueillir Gaëlle aujourd'hui. Donc, Bonjour, bienvenue Gaëlle. Merci, merci. merci surtout d'avoir pris le temps dans ton agenda qui a l'air millimétré, de venir, partager ton expérience avec moi et avec, les personnes qui nous suivent. Merci pour l'invitation. Et donc je voulais te laisser te présenter et que comme je te l'ai dit avant de commencer, j'ai une question que j'ai trop envie de te poser, c'est quand on te dit: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» tu réponds quoi? En général, je réponds plein de choses, ce qui est pas faux. Et après, je rentre un peu plus dans le détail, mais effectivement, au début, je vais dire ça, Parce que là, on a 1 heure, donc si tu pouvais te présenter en moins d'1 heure, ça serait cool pour qu'on puisse explorer, bien sûr. toutes ces choses-là. Mais tu viens d'où? Et j'ai même pas présenté ce que tu faisais, donc peut-être que tu peux nous le dire? Oui, alors d'où je viens déjà, je viens de Suisse, en fait, donc OK. ça, il y a plein de gens qui le savent pas forcément. Donc je suis née en Suisse et j'habite en France depuis 2012. Je travaille au CNES, ça c'est quelque chose que j'aime bien dire, effectivement, tout ce côté, exploration spatiale. Je travaille sur des missions scientifiques et ensuite, je suis également parachutiste et plongeuse et je pense que ça, on va en parler un peu plus après. Ouais, on va parler de tout ça. Donc, tu l'as pas dit, mais tu es vice-championne du monde de parachutisme et tu as battu un record du monde féminin, de descente en plongée technique, donc à 222 mètres sous l'eau. Tout à fait, exactement. Donc, bravo Merci. déjà déjà pour ça. Et peut-être qu'on peut commencer heu, par la partie professionnelle, en fait. Mmh. Donc tu bosses au CNES, tu es docteur en astrophysique. Ça consiste en quoi? Quels sont les projets sur lesquels tu bosses au quotidien? Oui, alors effectivement, donc moi j'ai fait des études d'astrophysique et aujourd'hui au CNES, je travaille sur des missions astrophysiques, donc un peu plus sur le côté ingénierie, donc comment est-ce qu'on va mettre en place ces missions-là? Et donc aujourd'hui, j'ai 2 missions principales, une qui s'appelle Ariel et l'autre qui s'appelle Dragonfly. Alors Ariel, c'est pas la petite sirène, hein, c'est, Il y a un lien quand même. il y a un petit lien effectivement. Donc Ariel, c'est une mission de l'ESA, donc de l'Agence spatiale européenne, avec une contribution française importante, qui va étudier les exoplanètes et les atmosphères des exoplanètes, pour savoir un peu s'il y a des traces de vie, par exemple, sur des planètes qui sont lointaines. Et sur Dragonfly, c'était un petit peu la même chose? Alors je regarde un petit peu avant que de te recevoir ce que c'était. C'est vous là envoyez un mini satellite, si j'ai bien compris, de la taille d'un robot? Ouais, d'une Twingo, c'est ça. En fait, Dragonfly, c'est une mission de la NASA cette fois-ci, donc c'est aussi avec une contribution française importante et c'est un drone, en fait. C'est vraiment il va voler, sur Titan. Titan, c'est une lune de Saturne, donc ça reste dans notre système solaire et aussi également pour aller faire de la biochimie et détecter la vie. Et ça, alors on est quand même sur un podcast qui traite beaucoup de l'épanouissement au travail. Heu, c'est un job que tu kiffes? Ah oui, j'adore tout ça, oui, tout à fait. Ça fait quoi? Ça fait 7 ans, c'est ça que tu es au CNES? Oui, tout à fait. Après ma thèse, j'ai travaillé au CNES, alors sur différents postes, hein, mais effectivement, ça fait un certain moment que j'y suis, ouais. Et tu vois, ça laisse hyper songeur, je trouve. Moi, c'est un univers qui est très loin pour moi, tout Mmh. ce qui est aérospatial. Est-ce qu'on peut s'ennuyer dans son quotidien quand on fait des recherches comme ça est-ce que tu as une routine quand tu bosses sur, cet univers-là? Oui, alors si, je pense qu'on peut un petit peu s'ennuyer dans le sens où les tâches quotidiennes, elles sont assez répétitives. On va faire des fichiers Excel, on va faire du Word, enfin un peu comme tout le monde finalement. Mais c'est vrai que, bah, dès qu'on se rappelle pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça, on se remotive très rapidement. Et ça, ce job-là, tu l'avais ambitionné, depuis toute petite? Comment tu en es arrivée là? Oui, alors moi j'ai été fascinée vraiment par l'univers. Je pense quand je suis venue ici à Toulouse, quand j'avais 11 ans à la Cité de l'Espace. Voilà, j'ai eu une fascination pour tout ce qui est spatial et l'exploration de notre univers, donc bah, d'où les études après en physique, en astrophysique plus particulièrement et effectivement maintenant je pense que, c'est très intéressant le poste que j'ai parce que je travaille avec des scientifiques et avec des ingénieurs. Je suis un peu au entre les 2 à essayer de faire en sorte que ces missions elles fonctionnent.
Trop bien. Job, international par essence? Tout à fait, bah, oui, et justement, on est en collaboration. La France collabore énormément avec d'autres, agences spatiales, bah, l'ESA, la NASA dont je parlais, mais également avec la Chine, avec le Japon, enfin voilà, beaucoup d'agences spatiales. Et toi, au final, tu te déplaces beaucoup? Tu restes, beaucoup sur Toulouse ou tu peux aller te balader un petit peu, On peut beaucoup se déplacer, oui, effectivement. Alors moi, aujourd'hui, je reste plutôt en France, je me déplace beaucoup en France, mais c'est vrai qu'on peut avoir un peu de tout, ouais. C'est pour voir si tu allais combiner en fait, tu vois, dans ton organisation perso, si tu Ouais. allais combiner le pro et le perso parce que donc tes passions, heu, c'est, les sports, comment dire? J'allais dire à risque, mais c'est pas ça, les sports extrêmes un peu, Mmh. le d d'ailleurs, je vais dans tous les sens, mais, comment c'est né cette passion pour le parachutisme ou la plongée? Parce qu'en Suisse, bon la mer, c'est pas trop le truc quoi. Non, c'est vrai, mais alors la l c'est venu à peu près en même temps, je pense. Quand j'avais 19 ans, j'avais envie d'explorer, en fait, je pense. Tout comme l'univers, en fait, j'avais envie d'explorer, bah, notre planète, tous les milieux qui existent. En fait, je suis très curieuse, j'ai envie d'aller voir. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai testé le parachutisme et la plongée et voilà, et je savais tout de suite que j'allais faire ça toute ma vie. Parce que est-ce que tes parents, je sais pas quel métier ils exercent, est-ce qu'eux, ils t'ont un peu amené là-dedans ou est-ce que c'est un univers qui leur était étranger? Non, pas vraiment. Alors bon, mes parents aimaient beaucoup voyager, donc j'ai beaucoup voyagé quand j'étais enfant. On allait beaucoup à la mer, donc effectivement, je savais nager assez tôt, et cetera. Mais c'est vrai qu'ils font pas particulièrement de plongée. Le parachutisme, alors ça, ils en avaient vraiment pas entendu parler, enfin, ils y avaient pas du tout pensé et ils ont été très surpris quand j'ai commencé à le pratiquer, ouais. Parce que donc tu as commencé à 19 ans, Ouais. le parachutisme, hem, La plongée aussi, hein, je crois que c'était à quelques mois d'intervalle, voilà. donc cette quête d'exploration, toi, Ouais. tu vas dans l'espace, tu vas dans les profondeurs, tu es une vraie exploratrice. Est-ce que tu pourrais pas te définir, comme ça d'ailleurs, hein? Je sais pas si je suis une exploratrice, mais en tout cas, j'ai un sens pour l'exploration, on va dire. Et souvent on se dit que c'est réservé à une élite en fait ces sports-là. Hem, Est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que c'est accessible à tout le monde? En fait, je pense que justement, il y a très peu d'informations sur le fait que c'est accessible finalement et moi, c'est un peu ça, c'est que tout est venu petit à petit, mais quand j'ai débuté, jamais j'aurais imaginé tout ce que je fais aujourd'hui, en fait. Jamais, même je savais que ça existe je ne savais même pas que ça existait, la plongée technique, par exemple. Je savais pas que ça existait quand j'ai commencé la plongée et c'est que petit à petit, en discutant avec les personnes, que je me suis rendu compte qu'effectivement ça existait, que c'était possible, qu'on pouvait être formé à ça, donc finalement, oui, c'est possible, hein, tout le monde. Tu t'es prise au jeu, en fait, Oui. du truc et pt donc en s'il y a des personnes qui nous écoutent, parce que ce que toi tu disais, c'est ce qui m'avait beaucoup plu, avant de t'inviter. Tu dis: «Je veux montrer que tout ce que je fais, c'est accessible à toutes, à tous dès le plus jeune âge». Donc si des personnes nous écoutent et qu'elles ont envie de découvrir une nouvelle discipline, admettons la plongée, Mmh. ça commence comment? Ça commence en vacances, tu peux faire ne serait-ce qu'un stage de plongée? Est-ce que ça peut commencer chez toi, dans des piscines? Sûrement qu'il y a des, Ah oui, alors un peu partout effectivement, donc en fonction de là où on habite, on peut commencer effectivement en piscine si on n'est pas à la mer et puis ensuite on part, pour un week-end prolongé à la mer et comme ça on termine, son niveau 1 par exemple, en mer Méditerranée. Voilà, moi c'est ce que j'avais fait donc ça marche très bien et ensuite on continue à entretenir, en plongeant en piscine de temps en temps et puis, quand on peut, on se déplace et on va à la mer. toi, tu as commencé par le côté passion, bon, Mmh. ça a l'air d'être vraiment une passion, même dévorante parce que ça te prend beaucoup de temps, et tu as franchi le step de passer du côté un peu amateur où je prends mon petit plaisir sur mon sport, à intégrer du sport de haut niveau. Parce que tu es quand même dans une quête de performance finalement que ça soit sur le parachutisme quand on fait vice-champion du monde, c'est qu'on est quand même dans l'esprit de compète, et même sur le record du monde que tu as battu, tu as cette envie d'aller, chercher plus loin, c'est par rapport à toi j'imagine? Oui, tout C'est à fait. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a 2 choses. Le parachutisme, effectivement, donc c'est venu petit à petit et aussi, hein, c'est un peu la même chose. J'imaginais jamais faire des compétitions internationales et puis, en fait, voilà, j'ai pu en faire et je trouve ça incroyable. Et là, effectivement, c'est un sport de haut niveau. C'est reconnu comme tel par le ministère des sports en France. Donc, effectivement, j'ai pu intégrer, tous les dispositifs qui existent aujourd'hui en France qui sont liés à ça. Donc on a des budgets fédéraux et cetera, donc c'est la Fédération française de parachutisme qui est très active là-dedans. Hem Et à côté de ça, la plongée pour moi, c'était toujours, une petite frustration, en fait. Quand je pratiquais la plongée, j'avais envie d'aller voir, plus loin et plus profond.
Et en fait, bon, je pratiquais les 2 en parallèle. Le parachutisme a pris beaucoup de place, dans ma vie perso, quand j'étais en équipe de France forcément et donc je faisais un peu de plongée, mais voilà, je me disais toujours: «Ah j'aimerais bien aller un peu plus loin, j'aimerais aller, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là en bas», en fait. C'était Plus vraiment loin ça. pour toi, c'est la profondeur? Oui, moi j'ai toujours été absolument fascinée par la profondeur et n'importe qui a plongé avec moi vous le dira, à chaque fois, moi je voulais aller voir plus bas. Ouais, là, tu as été voir très bas. Je suis allée voir très bas, voilà, pas encore, voilà, il y a il y a peut-être plus bas, mais en tout cas oui, je suis allée voir très bas, ouais. Et d'ailleurs, je saute du coq à l'âne, mais Bien sûr. comment tu te dis: «Je vais battre un record du monde, féminin pour comment ouais, je vais aller à 222 mètres». Alors en fait, la genèse de tout ça, c'est, quand, j'ai fait des plongées sur une super belle épave, qui s'appelle le Haven à Gênes, en Italie. Et là, c'était les premières plongées vraiment, engagées, on va dire, dans le sens où c'est une plongée qui va à 80 mètres. On va rester 2 heures dans l'eau, voilà, ça commençait déjà à être, conséquent. Et là, je me sentais très, très bien. Dans le sens où je sortais après 2 heures, mais je sentais que je pouvais y rester encore, bien plus longtemps finalement. Et c'est là que j'ai commencé un peu à me poser la question, mais en fait, c'est quoi la limite finalement? Parce que là, bon, je viens de faire 80 mètres, mais jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Et j'ai un peu regardé les records. Alors, ce qu'on voyait, c'est que les records, masculins, ils étaient bien au-delà de 300 mètres. On a 3 personnes, 3 Français d'ailleurs, hein, qui sont descendus au-delà de 300 mètres. Et les records, féminins, ils étaient, bah, bien, bien plus hauts. Il y avait, un record du monde, féminin à 198 mètres en mer, ce qui est déjà beaucoup, bien sûr. Mais disons que la barre psychologique des 200 n'avait pas été passée. Et là, je me suis dit: «Ça, c'est un truc que j'aimerais faire». Toi, tu as besoin d'aller à la limite, en fait, de ce que ton corps, il peut, faire ou est-ce que, hem, Pas tant que ça, j'ai envie de découvrir, en fait. Oui, j'aime bien, je pense, j'aime bien jouer avec la limite, effectivement, et la repousser surtout. et alors moi, je maîtrise pas du tout le truc, mais combien de temps ça te prend? J'imagine que tu te lances pas d'un jour, du jour au lendemain en te disant: «Vas-y, je vais descendre à 222 mètres». Tu dois avoir un temps de préparation qui est énorme, ça va être une organisation sans faille. Tu es sûrement pas toute seule pour faire tout ça. De ce que j'ai cru comprendre, tu as même des personnes qui t'accompagnent sous Mmh. l'eau, sur l'eau. Comment tu mènes à bien un projet comme ça, en fait? Alors moi, ça m'a pris 1 an et demi, à partir du moment où j'ai décidé de le faire. Donc encore une fois, je faisais des plongées à 80 mètres de 2 heures. Donc tout ça, ça m'a pris 15 ans finalement à le faire. Exactement. Si on prend vraiment en compte, tout ce que j'ai fait, ça m'a pris 15 ans. Mais voilà, dès le moment où je me suis vraiment dit: «Bon, je me consacre à fond là-dessus», ça m'a pris 1 an et demi, ce qui est assez rapide bien sûr. Mais voilà, toutes les plongées que je faisais étaient spécifiquement pour préparer ça. J'étais effectivement accompagnée. C'est vrai que, bah, faut essayer de comprendre de quoi est-ce qu'on a besoin, en termes de compétences pour aller à cette profondeur-là et aller la chercher, auprès des bonnes personnes, finalement. Et ces bonnes personnes, c'est qui? Alors, c'est beaucoup de gens, en fait, parce qu'il y a différents types de compétences. Donc déjà, comme je disais, il y a 3 Français qui sont descendus à plus de 300 mètres. Donc déjà, rien que discuter avec eux, comment eux, ils ont fait, quel était leur profil de décompression, enfin voilà, toutes ces choses-là, prendre vraiment le maximum d'informations de leur part. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Ensuite, j'avais un binôme avec lequel, je plongeais déjà depuis 10 ans, qui avait été lui-même déjà à plus de 250 mètres. Et donc en fait, on a travaillé ensemble tout le long. Et après, il y avait aussi des compétences très spécifiques, par exemple de flottabilité, de rester bien stable dans l'eau. Et ça, les meilleurs au monde, c'est au Mexique. Les OK. personnes qui plongent au Mexique, dans les cénotes, parce qu'en fait, là-bas, c'est l'environnement qui le veut. S'ils mettent un coup de palme, en fait, il y a de la poussière calcaire, qui est déposée au fond et si on met un coup de palme là-dedans, on voit plus rien d'un coup. Donc ils ont vraiment perfectionné, cette capacité à avoir une bonne, flottabilité. Donc je suis allée 2 fois, dans les 1 an et demi là, de préparation, je suis allée 2 fois au Mexique pour faire des cours très spécifiques avec ces personnes-là. Donc du coup, tu vas avoir de la compétence, tu vas avoir du matériel, Mmh. tu vas avoir aussi du financier parce qu'il va fa comment tu finances un projet comme ça d'ailleurs? Parce que, tu dois aller au Mexique 2 fois, tu dois avoir le matos, c'est un sport qui est pas très connu, donc j'imagine que les financements ils sont pas non plus, ils pleuvent pas. Donc ouais, comment tu t'es organisé sur ce thème-là? Oui, alors c'est vrai que c'est assez compliqué, c'était principalement de l'autofinancement. Mais j'ai eu un peu d'aide. Alors j'ai eu une aide de la part du CNES et notamment du projet Ariel justement, parce qu'on parle d'exploration et ça leur parlait, totalement. Donc j'ai eu une aide financière de la part du CNES et après, bah, des sponsors, qui me prêtent du matériel en fait. C'est principalement ça.
Donc, par exemple, j'ai travaillé, avec un fabricant de scooters sous-marins pour avoir un scooter qui puisse aller au-delà des 200 mètres parce que la plupart du matériel n'était pas, qualifié pour ces profondeurs-là aussi. Ouais, ils te Fallait font du sur-mesure au final. exactement. Et même le jour J, tu dois avoir une équipe médicale, Mmh. tu dois avoir un bateau, enfin combien de personnes le jour J pour t'aider? Alors je pense qu'on était aux alentours de 10-15 personnes au total. Donc j'avais mon binôme qui est descendu avec moi, avec lequel on a tout préparé ensemble. Il est descendu avec moi au fond. Après j'avais, un plongeur de sécurité qui nous attendait à 120 mètres. Donc si on avait un problème, qui pouvait nous assister. Et ensuite des plongeurs, entre 20 et 30 mètres qui nous attendaient là, plus pour nous décharger du matériel ou nous apporter ce dont on avait besoin et effectivement en cas de besoin, pouvoir rapidement, agir et qui puissent faire la navette avec la surface, qui puissent dire aux gens en surface ce qui se passait. Et bah, effectivement, sur le bateau, encore toute une équipe médicale, avec des infirmiers hyperbares, effectivement, qui avaient, bah, de l'oxygène et cetera, tout ça. Des pilotes de bateau, voilà et le caisson aussi à Marseille qui était prévenu, le caisson hyperbare, qu'on allait faire un truc, pas très intelligent. Pour une fille qui est docteur en astrophysique, faire des trucs pas très intelligents, c'est un peu cocasse. Oui, bah, après voilà, c'est pas forcément, le type de plongée qu'on recommande, Mais on mais va mais dire. ce qui est drôle finalement, c'est que tu as tes 2 passions. Tu en as une, c'est sauter d'un avion, à toute vitesse. Mmh. On est sur de la chute libre, donc là, c'est, que de la vitesse et moi, j'y connais rien. Je suis vraiment pas initié à la plongée, mais tu as des sas pour descendre. Tu mets un certain temps pour descendre et pour remonter, c'est ça? Donc Surtout pour remonter, en c'est fait. plus l'éloge de la patience finalement, la plongée, donc tu es sur, 2 univers qui sont un peu contradictoires? Alors pas tant que ça, je trouve justement pour moi que c'est un peu la même chose. En fait, alors la descente, c'est assez rapide, hein. Alors c'est pas de l'ordre de grandeur d'une chute libre, bien sûr, mais la descente, ça m'a pris 14 minutes pour arriver en bas. La descente, on peut y aller aussi entre guillemets «aussi vite qu'on peut». Il y a pas vraiment de physiologiquement, il y a pas besoin de faire des paliers ou quoi que ce soit. La descente, c'est assez rapide et là, il faut être très, très concentré en fait pendant un court instant et ça, pour moi, ça ressemble beaucoup au parachutisme. On va être très pendant le parachutisme et pendant tout, un saut ou pendant une performance sportive, on va être très concentré pendant 1 minute, 2 minutes, voilà et c'était à peu près ça aussi pendant la descente. On avait des moments critiques là, à partir du moment où on arrive à la profondeur à laquelle qu'on voulait atteindre, c'est là que le risque est le plus élevé en fait, qu'on ait une défaillance matérielle, qu'on se sente pas bien, qu'on ait des effets physiologiques. Donc il y avait tout ce moment-là et le début de la remontée là où il fallait être extrêmement concentré. Et après bon, ça peut se relâcher un peu parce que bon la plongée a duré 4 heures et demie, donc on va pas rester concentré à fond pendant 4 heures et demie effectivement. Et après on peut un peu se relâcher, ouais. Mais j'avais cru comprendre que tu étais resté à 6 mètres pendant 1 h 40. Tout à fait, le dernier palier à 6 mètres, ouais. J'ai commencé les paliers à 80 mètres, donc là les tout premiers ça dure 1 minute et après il se rallonge de plus en plus, c'est tous les 3 mètres, donc j'en ai fait 25 au total et le dernier à 6 mètres effectivement il a duré 1 h 40, ouais. Non, tu fais quoi pendant 1 h 40? Tu es seul avec toi-même finalement sur ce temps-là? Oui, alors, bah, je suis avec mon binôme, avec, quelques plongeurs qui viennent nous assister, ils nous tiennent compagnie aussi. Mais alors honnêtement, on peut faire plein de choses, hein. Moi on peut boire, on peut manger, moi je regarde des films. Faire des Heu, films sous l'eau? ouais, je regarde des OK. films sous l'eau, et d'ailleurs tous les plongeurs qui restent très longtemps en général le font. Tu recommandes une série à regarder Ah, ah, 80 mètres de profondeur? pourquoi pas, oui. Alors moi j'ai regardé Dune, en fait. OK. Ce qui était assez insolite parce que finalement, je regardais un film, où les gens étaient dans un désert absolu, ils cherchaient l'eau, alors que moi j'étais dans l'eau. Enfin, mais il y avait des points communs aussi. Enfin, c'était assez insolite, sur le moment. Ça faisait un sentiment assez particulier, ouais, de regarder Dune, ouais. Non, mais ton expérience, elle est vraiment folle. Alors, d'autant plus pour moi qui ai peur de tous ces sports-là. Hem, comment ça se passe quand tu es à 200 mètres, que tu as 200 mètres de flotte au-dessus de toi? C'est quoi? C'est tout sombre? Il fait frais? C'est quoi les sensations, en fait, que tu peux avoir? Oui, tout à fait. Alors il fait sombre, oui, mais on descend avec des lumières, hein. On emmène quand même, beaucoup de lumière, donc on voit ce qu'on fait. Il fait froid, oui, plus qu'à la surface, mais bon, en Méditerranée, ça descend pas beaucoup plus bas que 12-13 degrés dans l'eau, donc ça va. Après, on a l'équipement pour, on a des combinaisons étanches, des chauffages intégrés, enfin voilà, on a quand même tout ce qu'il faut mais en fait, c'est surtout enfin, quand j'étais en bas, si mon ordinateur de me plonger ne me disait pas que j'étais à 200 mètres, je savais pas, en fait. Physiologiquement, je sentais aucun effet.
Il y en a qui existent des effets, mais qui interviennent un peu plus bas, des effets physiologiques, mais là, j'en avais pas particulièrement finalement. Et c'est juste la prise de conscience, effectivement, de se dire: «Bah, là, on a 200 mètres au-dessus de la tête, d'eau, quoi». Ouais, parce que tu as quand même une grosse partie de gestion d'émotions. Mmh. Comment tu te prépares mentalement, que ce soit un saut en parachute ou que ce soit sur des plongées, comme ça où tu as des risques qui sont avérés, Mmh. finalement? Je crois que je l'ai lu à quelque part, tu disais en fait, «Le danger, c'est juste un indicateur et Mmh. en fait, il faut que je sois alerte sur, l'ensemble de mon corps pour voir comment il réagit». Donc comment tu travailles ta concentration, tous ces sujets-là? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'avais travaillé avec une préparatrice mentale quand j'étais en équipe de France, de parachutisme. Donc là, c'était vraiment très axé performance et en fait, tous ces outils-là, j'ai pu vraiment les retranscrire, directement dans la plongée. Donc notamment en parachutisme, on va énormément travailler la visualisation, parce que vu que c'est des sauts qui sont très courts, il faut les préparer vraiment en amont mentalement comme si on les avait déjà fait pour pouvoir, les répéter au mieux. Et donc en plongée aussi, j'avais vraiment visualisé avoir des problèmes techniques à plus de 200 mètres. Je m'étais mis dans un état émotionnel dans lequel, bah, j'étais là au fond et j'ai des soucis, comment je réagis, pour l'avoir déjà fait une fois, entre guillemets, même si on l'a jamais fait. Mais on peut simuler ça dans son cerveau. Ouais, donc tu déjà en fait, tu as préparé, tout ce qui pourrait potentiellement t'arriver Exact. et qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Et toi, il faut que tu restes le plus lucide possible systématiquement. Donc en fait, est-ce que tu as le temps d'avoir peur? Un petit peu. Oui, oui, alors on a peur, hein, ça c'est je pense absolument nécessaire, sinon on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, si on n'a pas peur. Par contre, c'est pas une peur qui fige, c'est une peur qu'on peut canaliser justement, qui va nous donner l'énergie et qui va nous donner ce sens de l'attention extrême, en fait. Quand on est, aussi profond justement, on va enfin tu le disais là, on va vraiment, être alerte à tous les signaux, que ça soit du matériel ou de soi-même. Et ça demande une concentration, vraiment très importante et pour ça, il faut cette adrénaline, en fait. Et comment tu le matérialises? Quand tu dis, je vois si tout fonctionne bien, c'est-à-dire que tu vas quoi? Tu vas sentir un peu comme dans la méditation, tu vas sentir Mmh, le bout de ton pied, exactement. ouais? Ouais, exactement. On va sentir, on va se connecter vraiment à toutes les parties du corps et on va scanner, hein, le corps pour voir si on ressent quelque chose de bizarre. Et ça, donc ce que tu fais, que tu pratiques toi dans un sport extrême sur un record, du monde, Mmh. est-ce que tu le pratiques aussi, chez toi, à domicile? Est-ce que tu fais de la méditation? Est-ce que tu as des pratiques comme ça que tu conseillerais aux personnes qui écoutent? Ah beh, bien sûr, alors c'est super, hein, de faire ça parce qu'on a une conscience de son corps qui est vraiment très intéressante dans la vie de tous les jours finalement, hein. Quand on commence à stresser parce qu'on a reçu un mail un petit peu agressif par exemple, des choses comme ça, c'est très intéressant justement de se rendre compte de ce qui se passe dans notre corps et pour mieux gérer en fait. Donc oui, oui, tout à fait, la méditation et bah, sur tout ce qui est pleine conscience, ouais. Et est-ce qu'au travail, du coup, tu es stressé toi, ça t'arrive? On peut te sortir ta concentration au boulot, c'est possible ou pas? Oui, On oui, arrive à oui, oui, t'énerver? oui, bien sûr. Bien sûr qu'on arrive à m'énerver. Bien sûr. En fait, oui, mais bon, c'est différemment. Ça va être plus sur des aspects humains qui vont être difficiles à gérer, alors que là, bon, le matériel, ça me pose aucun problème, on va dire. Mais Tu reprends les techniques de ton sport de haut niveau au travail, au CNES? oui, ah mais tout à fait, tout à fait. Justement, comme je disais, cet effet oui, de pleine conscience, de pouvoir se calmer, respirer, voilà, se demander à chaque fois. C'est important de se dire, bon, ben d'analyser le problème sur le moment, d'avoir cet effet un peu, sans émotion, en fait. Enlever l'émotion, ça peut être utile, même s'il faut la vivre, hein, bien sûr, mais voilà, de pouvoir analyser les choses, tout à fait. Ce qui est hyper intéressant et c'est aussi pour ça que je voulais absolument te faire venir ici, c'est que, tu vois, dans le monde du travail, notamment dans les Mmh. entreprises privées, on a sans cesse en quête de performance. Mmh. Tu vois, notamment en ce moment, avec, la bourse qui fluctue, c'est une incertitude, politique, une incertitude économique, donc tout le monde, est à fleur de peau. On nous demandera toujours plus parce qu'il faut avoir du résultat, il faut être performant et ça fait peur à beaucoup de collaborateurs et on le voit, la santé mentale, Mmh. elle est touchée actuellement. C'est le sujet numéro un des DRH en 2025. Hem
et je trouvais qu'il y avait sûrement des ponts à faire entre toi, ce que tu fais dans ta vie, perso sur tes passions, avec ce lien-là, en fait. Et comment on gère l'incertitude, comment on gère la peur de l'inconnu, et cette quête de la performance, en fait, concentration, tout ça. Mmh, Donc, mmh mh. est-ce que tu as, des petits tips à nous donner? C'est pas évident, hein. Oui, alors c'est effectivement, il faut que je réfléchisse un peu, mais bah, c'est vrai que quand je pratique ces sports-là, il va toujours y avoir, je vais me concentrer sur une chose. Alors, c'est vite dit parce que j'en fais plein et que je switch toujours de l'un à l'autre, mais quand je fais quelque chose, je reste vraiment sur une activité et c'est la chose la plus importante à ce moment-là dans ma vie. Ça ne veut pas dire que ça l'est tout le temps, bien sûr, hein, mais sur le moment, c'est vraiment ça qui est le plus important. Quand je suis en compétition, pendant 1 minute, on va sauter d'un avion et on va faire des figures. Il y a rien d'autre qui compte et de se focaliser comme ça sur une tâche, je pense que c'est assez intéressant. C'est là qu'on devient très performant sur cette tâche en particulier, même si le multitasking, on en parle aussi beaucoup, hein, et je le pratique beaucoup aussi, hein, mais en fait, je pense pas que ça Alors, marche j'ai encore lu extrêmement une bien. étude sur le sujet hier qui montre qu'en fait, le multitasking, ça marche pas du tout et Voilà, on qu'en est fait, d'accord. il vaut mieux, faire une tâche et la faire à fond plutôt que d'essayer d'en Exactement, faire 2 ou 3 en parallèle. C'est prouvé scientifiquement, c'est c'est ça. beaucoup moins efficace que de faire une tâche à fond. Exactement. Bah, voilà, donc c'est exactement ce que j'ai vécu moi-même aussi. Donc, bah, quand je descends, en plongée, quand je fais un saut en parachute, il y a une chose à faire, et c'est vraiment ça qui devient le focus de toute mon attention et quitte à passer après sur une autre, bien sûr, hein, mais sur le moment, c'est vraiment ça qui compte. Et ça fait le lien. Alors du coup, je reviens sur ta plongée. Tu disais que, dans la parachutisme ou la plongée, ça revient à ce que Mmh, tu viens de dire, tu as besoin d'avoir une concentration à 100 et mmh. que tu peux pas être pollué par le quotidien professionnel ou, d'autres pensées envahissantes et ça se conçoit tout à fait, surtout que toi, tu peux potentiellement mettre ta vie en jeu. Heu, Oui. est-ce que tu as des tec comment tu fais finalement pour, ouais, enlever ces pensées, heu je vais pas dire nocive, mais des fois de penser: «Ah putain, j'ai pas répondu à ce mail du travail», des choses qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Comment tu le travailles ça? Ouais, alors c'était assez intéressant parce que pour moi alors ça, c'est surtout dans la préparation du record de plongée, hein, que c'est venu parce que c'est la chose la plus dangereuse que j'ai faite dans ma vie, hein, très honnêtement. C'est pas de sauter d'un avion, c'est pas de voilà, de plonger de temps en temps. Là, c'était vraiment cette plongée à 222 mètres, voilà, c'est la chose la plus dangereuse et donc il y avait cette possibilité de ne pas revenir et il faut la prendre en compte et en fait, ça a un peu changé, toute ma manière de penser et de voir la vie finalement parce que, on commence à vraiment se poser la question: «Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce que je regretterais si je remontais pas de cette plongée-là?» Et en fait, ça permet vraiment de savoir ça c'est important, ça l'est pas. Et finalement, on se rend très facilement compte que ne pas avoir répondu à un mail, c'est pas très grave. Et du coup, tu as répondu à ces questions que tu t'es posées? Ouais. Est-ce qu'il y a et comment est-ce que tu as dit que ça avait changé un petit peu ta vie et ta Mmh. ta manière de penser? Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais pas avant et que tu fais maintenant? Heu, Oui, alors en fait, justement l'idée de ne pas avoir de regrets quand on se met à l'eau, ça libère vachement. On est très libéré et je dis beaucoup plus facilement les choses. Surtout les choses positives et ça, c'est ça qu'on se rend compte finalement qui est important, réellement de dire à nos proches, de leur dire qu'on les aime, ça devient très important en fait. Ça l'est, mais on n'en a peut-être pas forcément conscience à quel point c'est important et donc voilà, d'être beaucoup plus libéré à ce niveau-là et à l'inverse, tout ce qui est un peu négatif, bon, c'est pas très grave, finalement. J'adore ton approche et je la partage à 1000 mais je pense que ceux qui bossent avec moi au quotidien, ils doivent le voir parce que je j'essaie de véhiculer la même philosophie que Mmh, toi. Tu vois, par exemple, alors dans un monde professionnel, j'essaie de me dire: «Il faut que je suis là parce que je suis content d'être là», en mmh, fait et que ça me fait plaisir d'être là. On n'a qu'une vie, donc autant la vivre la plus intensément possible, mmh. sans faire n'importe quoi forcément. Bon, moi, j'irai pas sauter d'un avion ou j'irai pas à 220 mètres sous les eaux, mais pour le coup, tu vois, je te rejoins, mais tellement. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu penserais sur des, donc dire les choses, Mmh. aux personnes, à nos proches? Tu Alors après, il y avait tout un côté administratif aussi qui était intéressant. C'est plus facile que le côté émotionnel, on va dire, mais c'est vrai qu'avoir, toutes ces affaires en ordre, administrativement par exemple, c'était assez intéressant comme travail. J'ai même écrit des lettres en fait à mes proches aussi pour, si jamais je revenais pas.
Des voilà, des choses comme ça. Tu vas leur faire d'autres sales coups comme ça là, sur les mois ou les années à venir ou tu vas te Bah, calmer avec un moi, on peu? sait jamais en fait, donc je me surprends moi-même, donc on sait pas. Mais disons que tu dois avoir le côté hyper cartésienne de la scientifique, Mmh. hyper carré et donc dans tes passions, tu as le côté un petit peu, je pose le cerveau et je vais faire des trucs un peu fous. Bah, alors après, c'est des risques, qui sont mesurés quand même. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je suis, bah, comme je pense que tu l'as dit, je suis un peu en mode, enfin, je suis assez en mode projet, en fait, dans tout ce que je fais et donc notamment tout ce qui est analyse de risque, ça en fait partie. C'est-à-dire que c'est pas en mode tête brûlée. C'est pas ce mode-là. C'est pas, ce mode-là, c'est plus vraiment, OK, il y a des risques, comment est-ce qu'on va faire pour les minimiser? Et après on accepte qu'il y a un risque résiduel bien sûr, parce que le risque zéro n'existe pas. Toi, ton rapport au vide, c'est quoi? Il t'attire? Oui, il m'attire beaucoup, oui. Oui, j'ai toujours envie d'aller voir ce qu'il y a. Et prochain projet, bon maintenant tu as fait 222 mètres. Tu as une autre lubie là en tête, Bah, j alors en plongée, j'aimerais vraiment continuer à travailler, tout ce qui est plongée profonde et notamment, les effets physiologiques sur la décompression. Parce qu'en fait, je suis remontée en 4h30. Alors ça peut paraître, long, mais en réalité, c'est assez court pour cette profondeur-là. J'ai travaillé sur des logiciels, notamment de décompression et donc j'aimerais vraiment refaire de la statistique, voir si ça marche vraiment quoi, ou si j'ai juste eu un coup de bol et puis que j'ai pas fait d'accident de décompression, parce que ce jour-là, ça allait bien. Faire ça et puis après j'aimerais bien, alors là, je suis descendue à 222 mètres. J'ai pas vu grand chose, hein. C'était, ouais, là, tu vas vraiment tu focus sur ton objectif des 222 voilà, mètres. c'était que de la profondeur. Maintenant, ça serait intéressant d'aller voir, rien que de la faune et de la flore à 222 mètres. Donc il faudrait au moins des cailloux ou peut-être une épave ou voilà, des choses comme ça. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Et tu as déjà ciblé des zones où tu peux le faire? Donc tu parles du Mexique tout à l'heure, Alors le Mexique, c'est pas profond du tout. Non, non, effectivement, c'est vraiment ça qui est en cours. C'est le travail en cours de trouver des endroits, parce que, beh, on a peu de données en fait, hein, donc c'est vraiment ça qui est en cours, ouais. j'ai une question ouf. Tu as un canapé chez toi? Est-ce que des fois tu t'assois? Oui, oui, j'ai un canapé, oui. Oui, oui, bien sûr et je l'aime beaucoup mon canapé. Je suis très heureuse de le Tu retrouver. dois pas le voir souvent. Non, non, mais en fait, ce qui m'intéressait aussi et ce qui est, c'est aussi lié à l'univers un petit peu du podcast, c'était comment tu arrives à concilier finalement, ton job Mmh. et tes multi-activités. Donc, tu l'as dit, ton outil préféré, ça doit être Excel. Tu es une chef de projet hors norme. Comment tu arrives à construire ça même avec ton employeur, pour te libérer du temps? Parce que tu es tout le temps à droite à gauche en fait, Oui, alors quand j'étais, sportive de haut niveau, en parachutisme, il faut le penser, c'est qu'en plus, j'avais des jours supplémentaires, hein, qui sont accordés par l'employeur. Enfin, c'est une convention qu'on signe avec l'employeur, qui permet de se libérer un peu plus pour aller aux entraînements. Parce qu'on faisait des entraînements 400-600 sauts par année, ça rentre pas avec les congés. J'ai essayé, ça marche pas. Donc en fait, à l'époque, c'était l'entraîneur national qui nous faisait un planning de tous les entraînements. En début d'année. Donc en début d'année, on sait ce qui va se passer. Je pouvais voir s'il y avait des contraintes, professionnelles. Par exemple, on lance un satellite, voilà, savoir à peu près à quelle période c'est, pour voir s'il y avait des potentiels conflits et après par-dessus ça, je mettais, bah, des week-ends de plongée quand c'était dispo. Voilà, c'est comme ça que je fonctionnais. Une fois que j'ai arrêté l'équipe de France de parachutisme, j'ai gardé en fait ce mode de fonctionnement-là. C'est juste que ça s'est complètement inversé. C'est la plongée en premier. Donc c'était vraiment ça que je mettais en premier dans le calendrier, pareil en début d'année et je regardais avec les contraintes professionnelles et après, un peu de parachutisme quand je pouvais. ouais, parce que toi, tu passes tous tes congés finalement, sur ta passion, Tout en à fait. fait, dévorante. Oui, tout à fait, tous mes congés passent là-dedans, ouais, ouais. Donc après, il y a de l'optimisation et cetera de avec les jours fériés, c'est bientôt le mois de mai. Voilà, c'est Ouais, au CNED, c'est vous avez sûr. peut-être un peu plus de jours de congé que le reste. On est bien à ce niveau-là, hein, c'est vrai que c'est un atout, hein, clairement. Mmh. Oui, oui, on est bien. Même pour tes collègues, en fait, ils Mmh. doivent apprécier le fait de bosser avec toi, non? Avec une exploratrice, ça, c'est toujours cool.
Oui, certainement. Après, c'est vrai qu'avec moi, ils sont vraiment, très sympathiques aussi et effectivement, j'avais une collègue notamment avec laquelle je travaillais en binôme et en fait, elle avait très peu de contraintes, de son côté pour les congés. Donc en fait, elle arrivait à se caler sur moi, en fait. Donc ça c'est super quand on tombe sur des gens pareils, qui nous permettent justement de faire tout ça et puis qui font tous qui m'aident énormément là-dedans, quoi. Et tu vois, je voulais, et c'est pour ça que je pense que ton épisode, il peut faire la transition avec ce que je voulais faire après. C'est et si tu osais, donc c'est bien de pouvoir changer de métier quand on n'est pas épanoui dans son boulot, mais en fait, c'est pas la seule voie. Je pense qu'il y a aussi oser vivre d'une passion ou Mmh. la vivre intensément. Qu'est-ce que ça t'apporte toi personnellement, tous ces, d'autant plus que toi tu le fais dans la performance et tu vas toujours sur des trucs un peu plus fous, tu des rencontres, incroyables, non? Qu'est-ce que Mais c'est bien le sûr, bien sûr. Beh, déjà, enfin, c'est assez fou quand on quand on se l'imagine. Moi, jamais j'aurais pensé pouvoir faire tout ça. On rencontre des gens, vraiment incroyables, oui, tout à fait, voilà, déjà discuter avec des gens qui ont été à plus de 300 mètres de profondeur, c'est fou. Aujourd'hui, ça m'ouvre énormément de portes parce que j'ai un peu communiqué dessus, donc effectivement, je rencontre plein d'autres personnes qui viennent me parler aussi de tout ça. On voit même de quoi en nous-mêmes on est capable, hein. C'est assez fou. On peut pas le savoir tant qu'on l'a pas essayé, en fait, hein, je j'aurais pas pensé l'être et finalement, je me rends compte que j'y arrive donc Si tu retournais dans le passé, que tu allais voir ton toi de quand tu avais 18 ans, mmh. tu l'aurais cru? Non, jamais. Jamais j'aurais cru ça. Et c'est venu petit à petit, en fait, hein, comme je disais au début, là, c'est vraiment des petites étapes. Il y a pas eu de grand saut, en fait. Enfin, je pense qu'on a un peu cette idée-là, des fois, quand on voit des personnes qui font des choses un peu hors du commun comme ça, que, bah, du jour au lendemain, c'était parti, mais pas du tout. Ça met du temps à s'installer, c'est petit à petit, donc faut être aussi, on a peut-être envie de changer des choses dans sa vie, mais je pense qu'il faut pas non plus, y aller trop vite. Beh, mais vraiment, tu es totalement dans la philosophie, tu es la meilleure invitée possible parce que, tu vois, c'est exactement ce que j'essaie de véhiculer, même Mmh, sur l'univers professionnel. Tu es pas obligé de changer du tout, tout, tout. Tu es pas obligé d'avoir un CDI, de partir élever des chèvres dans le Larzac, en fait. Tu peux, déjà avoir une activité en complément, de ce mmh, que tu fais. par Tu es exemple, pas ouais. obligé de prendre tous les risques et sur la passion, je pense que c'est pareil. Mmh mh. Donc, je vais recevoir aussi une ultra traileuse bientôt, Mmh. mais c'est pareil, elle est pas arrivée à faire 200 bornes d'un coup. D'abord, elle a commencé par des petits, des 10 kilomètres, des 20 bornes et donc, est-ce qu'il y a des conseils justement qu'on pourrait donner à toutes les personnes qui nous écoutent, que ce soit au niveau pro ou perso sur une passion, pour ne pas se mettre de limites en fait, ou de barrières en fait sur l'accès à n'importe quelle passion? Tu peux te lancer dans tout en fait. Ah oui, tout à fait, on peut se lancer dans tout. Je pense que ce qui est important, c'est de s'informer beaucoup, déjà, sur ce qui est possible de faire, même au niveau de son travail à soi, par exemple. Je sais pas, c'est possible de passer à 80 pour essayer autre chose un certain temps, et faire cette analyse de risque, moi, je l'aime beaucoup, de se demander: «Mais au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver?» Parce qu'en fait, ça permet de relativiser. Au pire, qu'est-ce qui se passe? On change quelque chose, bah, on peut revenir peut-être en arrière, enfin voilà, il y a toujours quelque chose à faire, donc je pense que ça, c'est important aussi. Et moi je vois 2 trucs, tu as le côté, la curiosité, c'est, Mmh. la qualité commune à toutes ces personnes-là. En fait, c'est, de toujours s'intéresser à qu'est-ce qui existe, d'autre, hein. Et le deuxième, c'est aller rencontrer des gens. Tu l'as dit, tu vois, tu as été Mmh. rencontrer des personnes qui ont été plongées à 300 mètres, tu as été rencontrer des personnes qui pouvaient t'aider sur le matériel, sur la compétence. Mais je pense que c'est vrai partout, en fait. Tu peux aller Mmh. discuter avec les gens, ils sont hyper open. Beh, la preuve, tu vois, je t'ai contacté, tu as dit oui de suite. Oui, oui, non, mais tout à fait. Je pense que les gens qui vivent vraiment comme ça, ils le seront toujours. Ils sont toujours ouverts, à la discussion, à expliquer comment ils ont fait, même, ouais, étape par étape, hein, c'est enfin, si on me demande comment il faut faire pour devenir plongeuse technique, je peux l'expliquer, hein, pas à pas, hein, il y a aucun souci. Et comment on fait alors? Parce que, bon, nous, on est à Toulouse. Mmh. Tu vas nager où à Toulouse pour t'entraîner? Parce que c'est pareil, j'imagine que, heu, tu nages pas en piscine comme tu vas nager à 220 mètres sous l'eau? Non, non, alors moi je nage, nager en tant que tel, je nage très peu en fait, hein, voire Nager pas ou du tout. plonger, je veux dire, hein? Mais oui, oui, alors pour plonger, moi personnellement, je vais beaucoup à Marseille, mais parce que c'est historiquement par là-bas que j'ai commencé, donc c'est là-bas que j'ai un peu mes connaissances, donc je vais souvent là-bas. Mais après voilà, ça peut se faire un peu partout, hein, il y a des clubs à Toulouse qui proposent effectivement des choses en piscine. Il y a une fosse
à Ramonville, où on peut plonger également. Donc pour commencer, c'est Une fosse, niveau. c'est combien de mètres de profondeur Je crois qu'elle fait 15 mètres, OK. celle-ci, ouais, à vérifier, hein, mais voilà. Donc pour commencer ces premiers niveaux, c'est vraiment très intéressant. Après bon, si on veut plonger en mer, il faut aller en mer, bien sûr. Si on veut plonger en grotte, il faut aller dans des grottes. Ça, tu fais pas? Heu, si, si, bien sûr, je fais aussi de la plongée spéléo, oui, tout à fait. C'est super intéressant aussi, hein, d'ailleurs, d'aller explorer des grottes, comme ça, des endroits, où on n'a jamais été, où très peu d'humains ont pu aller, c'est assez incroyable. Bon, a priori, toi, tu pas peur de l'inconnu, donc Non, au contraire, je le cherche un peu, mais bah, on a toujours un peu une appréhension de l'inconnu, c'est normal. Mais comme je dis, ça doit pas nous figer, en fait. Moi, ça me stimule plus qu'autre chose, en fait. Mais cette peur, elle existe, bien sûr. et ouais, donc du coup, ta philosophie de vie, si on devait la résumer, bon, tu l'as déjà dit un petit peu tout à l'heure, tu un mantra qui te drive un petit peu au quotidien? Pas particulièrement, je dois le dire. J'y ai réfléchi un peu, mais j'ai pas vraiment de mantra à part, oui, faut y aller, quoi. Toi, tu fonces. Oui, mais pas tête baissée. Oui. C'est ça le ouais, je mets la petite nuance quand même. Je pense Non, que mais c'est important. heureusement, tu es la reine Ouais, du tableau Excel, donc je pense que tout est truc au maximum de contrôle, en tout cas, ce que toi, tu peux maîtriser, c'est ça, tu l'as bien cadré. c'est ça. Est-ce que tu as d'autres, éléments que tu aimerais partager, des conseils qu'on pourrait donner à des personnes qui écoutent sur, sur toujours cette analogie entre, se lancer dans l'inconnu, la peur du vide, la peur d'échouer, hem, tout ça? Non, je pense qu'il faut en parler, aussi beaucoup, notamment avec des gens qui s'y connaissent, mais aussi peut-être avec juste une personne, pas forcément, directement dans le milieu, mais parler de ses peurs, je pense que c'est important aussi. Un ami, des gens de la famille, même un professionnel, peu importe, mais pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce voilà, une peur comme ça qui nous empêche de faire quelque chose, c'est dommage. C'est un gros travail d'introspection, Ah totalement, et totalement. Faut beaucoup se connaître et moi je me connais même pas. En fait, je me suis j'ai appris à me connaître au fur et à mesure des années en faisant tous ces projets-là et je pense que j'en suis même pas arrivée à au tiers, hein. mais tu fais le travail toute seule sur ton introspection? Ou est-ce que, c'est aussi bon, tu l'as dit, tu avais rencontré en équipe de France, Ouais. une préparatrice mentale, ça a sûrement pu t'aider. Est-ce que tu as d'autres personnes comme ça qui t'ont aidé à te poser les bonnes questions? Tout à fait. Alors moi, je vois un psychologue, de manière régulière aussi, hein, ça fait des années. Alors initialement, c'était parti de l'idée de la préparation mentale pour le parachutisme, mais en fait, ça a évolué énormément c'est une exploration aussi, hein, Ouais? exploration de soi et c'est très intéressant. Je trouve que l'exercice est vraiment super et on commence à vraiment à se comprendre de mieux en mieux, et en fait à se canaliser vraiment dans ce qu'on a envie de faire. Mais je pense que c'était pour ça aussi, tu vois, qu'on parle d'exploration, Mmh, moi je le voyais surtout sur la partie exploration de soi. C'est là où chacun d'entre nous, on a un gros travail à faire pour, ouais. justement canaliser nos peurs, heu, des fois les dépasser Mmh, pour, profiter un maximum, de la vie, et tout sera pas parfait. Mais pour le coup, c'est vrai que des fois on se construit on a des croyances limitantes mmh, sur nous-mêmes, tout à et fait. c'est dommage en fait, et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de pouvoir t'inviter et que tu puisses nous partager le témoignage sur, bon, les abysses, l'exploration spatiale, mais aussi sur toi-même, parce qu'a priori, c'est le plus gros travail, c'est que tu as fait, en fait. Ah mais tout à fait, tout à fait. Quand j'étais enfant, j'étais très peureuse, hein. J'avais peur de tout, j'osais pas aller à l'école, j'aimais pas enfin bon voilà, alors que maintenant j'adore les études, et dès qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, je vais y aller donc oui, tout à fait, c'est une exploration de soi-même. En fait, j'ai toujours été cette personne-là, mais elle était pas forcément accessible. Ouais, tu te réinventes tout le temps, en fait. Mmh. Enfin, pas que tu te réinventes, tu évolues Oui, c'est systématiquement, ça. tu te rends plus forte. Mmh, mmh, mmh. Oui et c'est vraiment ça, hein, notamment sur la confiance parce que alors moi j'avais pas une très forte confiance en moi et je pense qu'il y a beaucoup de femmes et de jeunes filles qui ont ce problème-là et en fait, c'est en faisant des petits pas. Petit à petit, on se rend compte: «Ah bah ça, j'ai réussi à le faire. Ah oui, bah ça aussi» et en fait, c'est comme ça qu'on prend la confiance aussi, hein. Elle il y a une interaction vraiment avec l'activité. Il y a pas besoin d'avoir une bonne confiance en soi pour commencer des choses. En fait, ça se nourrit l'un l'autre. Bon, maintenant, ton niveau de confiance en toi, il a dû bien augmenter quand même. Il a augmenté, bien sûr, bien sûr. Bon, Ça a aidé, ça a aidé, ça a aidé. Surtout sur ce genre de projet-là, bien sûr. Ouais. donc c'est vraiment passionnant. En fait, j'aurais 10 000 questions à te poser, aussi bien au niveau du travail que sur chacun des aspects. Mais bon, je peux pas le faire parce qu'on a un timing qui est quand même limité. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer, ou est-ce que tu as un message,
ou des choses qu'on n'a pas abordées, que tu penses qu'il aurait fallu aborder? Ah, je pense qu'on a abordé plein de choses là quand même, oui, oui, non, je pense pas que j'ai grand chose à rajouter que, oui, faut se lancer des fois et apprendre à se connaître et apprendre, ce qu'on a envie de faire en fait. En général, on sait même pas ce qu'on a envie de faire réellement, ses passions. Ben non, moi je crois, tu vois, j'ai dépassé 40 ans, je sais toujours pas ce que je veux faire dans la vie. Heu, Mais ouais, mais moi non plus finalement. Même si je fais plein de choses, à chaque fois j'ai recommencé des études en biologie aussi, c'est vrai que ça on en a pas parlé effectivement. tu Je me suis inscrite à la fac à à Toulouse là, à Paul Sabatier, je fais une licence en bio parce que, le lien avec l'exobiologie, la vie dans l'univers, et cetera, la vie dans les abysses, tout ça, ça m'intéresse énormément donc voilà. Donc ça c'est pareil, j'ai contacté les personnes, de la fac, pour voir qu'est-ce qui était possible de faire, est-ce que je pouvais assister à quelques cours, et après se lancer petit à petit pour voir comment alors ça ça c'est marche. alors, je prends la balle au bon. C'est un super non Vas-y. mais c'est un super sujet, non mais vraiment. Parce Ouais. qu'en fait, bon déjà tu as un agenda qui est ch tu bon, tu un métier Mmh. qui doit être prenant. Tu as 2 passions qui a priori sont assez chronophages. Et tu arrives à quand même à trouver le temps, de te former Mmh. et souvent en fait, si j'en reviens à mon sujet principal qui est celui de, quand tu es pas épanoui dans ton travail, souvent tu as beaucoup de personnes, ils osent pas changer parce qu'ils ont pas confiance en eux. Mmh. Ils disent: «Mais moi je serais pas capable de faire ça» ou ils aimeraient bien aller sur, je te dis n'importe quoi, quelqu'un qui fait, du commerce, il ose pas aller sur du marketing par Mmh. exemple et je dis: «Mais forme-toi en fait». Maintenant tu Tout à as fait. à disposition tout ce qui est tuto et sur YouTube tu trouves tout ce que tu veux, tu as des formations gratuites, tu as le CPF qui peut te le Oui. financer donc toi, comment tu arrives à gérer finalement, avec le peu de temps qui te reste, cet apprentissage-là, ta licence de biologie, comment tu l'intègres dans ton timing? Oui, bah, ça fait partie des «contraintes» entre guillemets de quand est-ce que je peux aller plonger ou pas, par exemple. Mais c'est vrai que alors la première approche, c'était, d'en discuter avec mon employeur, en fait. De dire, effectivement, voilà, alors, j'ai regardé s'il y avait des cours du soir d'abord. Bon, en l'occurrence, j'ai pas trouvé de formation qui me plaisait pour ça et donc je vais en cours, à l'université. C'est vrai qu'au CNES, c'est quand même pas mal parce qu'on n'a pas d'horaire fixe, en fait, qui nous sont imposés. Donc on peut se libérer 2 heures, revenir tant qu'on fait les heures dans la journée. Ça, c'est des choses, voilà, il faut le voir avec l'employeur parce qu'il y a potentiellement plein de choses qu'on puisse faire. Et après, bon, voilà, j'ai des contraintes d'examen, bien sûr, des choses comme ça, mais aussi avec les enseignants de la fac, j'ai beaucoup discuté pour voir ce qui était possible de mettre en place. Je vais pas forcément au TD, je vais pas forcément, à tout et eux, ils m'aident beaucoup aussi dans cette mise en place-là. Donc l'équipe pédagogique a été très, très ouverte à mon parcours qui, effectivement, n'est pas n'est pas standard, quoi. Oui, mais surtout que toi, tu fais ça dans une logique, c'est parce que tu es curieuse et que tu as envie d'apprendre. Tout à fait. Non, mais tu vois, tu as beaucoup de personnes, je pense, c'est ça, c'est on a tous du temps plutôt que de passer quand tu vois les statistiques sur le temps que passe chacun d'entre nous sur le téléphone, à regarder Instagram ou des réseaux Mmh. sociaux. Heu, c'est assez fou si tu passes 2 heures dessus, mais en fait, enlève 1 heure et tu regagnes 1 heure de temps dans la journée pour apprendre autre chose. Donc, tu vois, je pense que ça peut rentrer pour n'importe qui, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Et après même ça peut rentrer dans le cadre de la formation, continue avec son employeur aussi, par exemple, il y a des choses qui certainement peuvent se mettre en place, à voir avec ses RH bien sûr, mais moi c'est ce que j'ai discuté avec eux, ils ont été très ouverts, hein, là-dessus. De toute façon, toi, on a vu les séries, tu perds pas de temps, tu les regardes en profondeur. Donc Voilà, déjà, exactement. on est tranquille sur ce timing-là. Mais ouais, tu devrais faire des masterclass sur comment organiser son temps, en fait, je crois. Mais en tout cas ça a fonctionné, ouais, c'est un peu la course des fois, mais ça marche bien. Bah, tu te reposes des fois quand même. Est-ce Oui, que tu oui. as des week-ends où tu ne fais rien? Alors rien du tout, non. Je Mais tu ferai restes chez toujours toi quelque et tu chose. Mais voilà, je vais par exemple, travailler ma bio, ça m'arrive aussi, je vais me prendre des week-ends où je vais pas avoir d'activité physique, mais plus mentale, voilà. Je pense qu'il y a besoin un peu des 2, donc j'aime bien switcher de l'un à l'autre. Ça repose, soit le corps, soit l'esprit et et du coup ça aide à avancer comme ça, je pense. parfait, super, super sujet. Donc merci beaucoup franchement Gaël d'être venu, d'avoir pris le temps, de venir, faire l'enregistrement parce que ton temps il est compté. C'était vraiment passionnant. Donc merci Merci beaucoup. beaucoup. Ah, c'était super la discussion.